Bonjour, donc capsule vidéo sur la pédiatrie. Donc pourquoi la pédiatrie? Parce qu'on est peu exposé à la pédiatrie et la pédiatrie comporte des particularités qu'on se doit de garder en tête et d'être vigilant. Si on regarde qu'est-ce que la pédiatrie au niveau des soins et des services sociaux, donc c'est tout patient qui est âgé de 18 ans et moins. Si on regarde au niveau du PIC-PSP, donc j'ai copié-collé la définition. Donc c'est un patient qui est considéré comme un patient considéré comme un adulte lorsqu'il est âgé de 12 à 14 ans et qu'il présente des signes de puberté ou de morphologie adulte. Dans tous les cas, il doit être considéré comme un adulte lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans. Par opposition, un patient qui ne répond pas aux critères de cette définition doit être considéré comme un patient pédiatrique. Donc c'est au niveau des deux définitions pour bien comprendre. On regarde premièrement au niveau médico-légal. Le consentement du patient mineur, donc un patient de moins de 14 ans, est automatiquement considéré comme étant inapte à consentir à ses soins. Et le consentement aux soins doit être donné par un titulaire de l'autorité parentale ou un tuteur. C'est donc dire que le 14 ans et moins ne peut pas refuser, par exemple, un transport, à moins qu'il y ait un titulaire sur place ou un parent ou un tuteur et qui va pouvoir le faire. Le mineur de 14 ans à 17 ans peut consentir à ses soins ou encore les refuser, uniquement s'il est jugé apte à le faire. Puis le consentement aux soins doit toutefois être donné par un titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Aussi, en cas de refus, le mineur de 14 ans et plus, lorsqu'il y a urgence et que sa vie de ce dernier est en danger et que son intégrité est menacée. Donc, c'est donc dire que entre 14 et 17 ans, si sa vie est en danger et son intégrité est menacée, il ne pourra pas manifester, par exemple, un refus de transport de notre côté à nous. Donc, au niveau particularité du refus du mineur, il y a des choses qui se recoupent un petit peu là. Donc, le mineur de moins de 14 ans, le consentement est donné par le titulaire ou l'autorité parentale. Donc, ces articles de loi. Le mineur de 14 à 17 ans, l'autorisation du tribunal est nécessaire pour imposer des soins à un mineur âgé de 14 ans et plus qui refuse de les recevoir, à moins qu'il y ait urgence et que sa vie soit en danger ou que son intégrité soit menacée, auquel cas le consentement du titulaire, de l'autorité parentale ou du tuteur suffit. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on a parlé dans la diapo précédente. Et chez le mineur de 0 à 17 ans, l'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas urgent. Donc, ça résume un petit peu l'aspect médical. Donc, je regarde maintenant au niveau de la loi de la protection de la jeunesse. Euh, un enfant de moins de 18 ans qu'on considère avec des négligences, un abandon, des mauvais traitements psychologiques, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, on est obligé, on a l'obligation de signaler sans délai au niveau de la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Donc, on doit porter attention à valider est-ce que les situations qui compromettent la sécurité ou le développement des enfants, ça peut être aussi les frères et les sœurs et les autres enfants dans le bâtiment, là, sans être le patient comme tel. C'est important de bien documenter ce qu'on va observer, les circonstances, les comportements des intervenants, des proches, l'état des lieux, donc le maximum d'informations à transmettre à l'équipe médicale et aussi au niveau de la DPJ là, pour avoir une histoire le plus complète possible. C'est important de porter attention aussi, euh, exemple des histoires qui sont incompatibles avec les blessures, des explications en rapport avec les blessures qui font pas de sens, quelqu'un qui essaie de dissimuler des blessures d'un enfant. Euh, Au niveau d'un enfant, par exemple, qui pourrait avoir des problèmes, un parent qui va être très, très centré sur ses propres besoins, mais au détriment des enfants, un parent qui serait totalement indifférent, qui serait hostile, qui serait d'une inquiétude excessive, d'une impatience, à la limite d'une arrogance ou d'une colère comme telle, d'une réticence à donner de l'information aussi, ou même un refus de consentir à des examens plus précis ou à de l'investigation. Des retards excessifs aussi au service. On remarque là, que c'était très, très négligé. Un enfant aussi qui est porté à donner les mêmes versions que ses parents dans le but de les défendre, là, de peur, exemple, de se faire battre par après. Donc, c'est tous des éléments à considérer puis à porter attention, dans le fond, pour signaler au niveau de la DPJ là, si on remarque qu'un parent ne s'occupe pas correctement
des soins, de l'entretien, de l'éducation en regard avec son enfant, et ça de façon stable. Donc, ça va être important de bien le mentionner, de bien le documenter. Si on regarde maintenant du niveau physiopathologique, donc les enfants, ce n'est pas des jeunes adultes. Ils ont un système qui est différent, qui n'est pas encore mature, qui est en développement. Ils ont des immaturités dans certaines parties des systèmes selon l'âge qu'ils ont. Donc, ils sont en développement, ils sont en croissance. Ils ont besoin beaucoup d'énergie pour alimenter le système, pour le développer, dû au fait à leur croissance. Donc, parfois, ils peuvent avoir une immaturité là, physiologique dans certains aspects du corps. Les signes vitaux sont différents des adultes, c'est pas pareil. Les mécanismes de compensation sont beaucoup plus rapides, mais sont aussi beaucoup plus rapides pour décompenser. Donc, c'est à considérer. Lorsqu'on remarque les mécanismes de compensation, on pourrait être bien content, mais on peut considérer ça peut descendre rapidement. Par exemple, les os sont flexibles, surtout en jeune âge. Donc, on pourrait dire dans un impact important, il n'y a pas eu de fracture, mais c'est pas dit que l'énergie qui a été absorbée au niveau du corps n'est pas problématique aussi. Donc, c'est à considérer la flexibilité des os, par exemple. Leur protection thermique, elle est moins bien développée, moins de tissu adipeux, par exemple. Donc, là-dessus, c'est à porter attention. Donc, il peut développer plus rapidement des hypothermies. Il peut aussi développer des hyperthermies parce qu'exemple, leur système pour réguler la température est moins développé. Donc, c'est vraiment à faire attention, là, à être prudent au niveau de la pédiatrie. Donc, si on regarde maintenant l'approche sommaire, donc c'est très simple. Là, au niveau de l'approche quand on arrive au patient, on va regarder les particularités avec un angle de pédiatrie et non un angle d'adulte. Donc, au niveau de l'état de conscience, ben, ça reste pareil. Là, le quick look, est-ce que l'enfant est alerte? La coloration, l'enfant va rapidement changer de couleur avec même des petites variantes. Donc, c'est plus facile à voir. Ensuite, au niveau du airway, ben, on a toujours le même management à faire. La seule différence, c'est on sait aussi que la tête des bébés, surtout en jeune âge, elle est plus grosse en proportion du corps. Donc, la bascule de la tête, elle est différente. Donc, c'est à considérer. Là, au niveau de l'airway, c'est un peu différent. Le palais est mou aussi. Donc, le but, c'est de visualiser, d'aller regarder l'édème. Est-ce que la posture, elle est différente? Juste la posture de l'enfant va nous indiquer, exemple, qui est en difficulté respiratoire. La vocalisation, la façon qu'il va parler ou qu'il va respirer va nous indiquer une problématique en lien avec euh, sa respiration ou sa gorge ou un bronchospasme. L'hypersalivation, des sons qui sont anormaux, qui ne sont pas standards, donc c'est à considérer. Donc au niveau de la respiration, ben, au niveau de la respiration, on veut, comme d'habitude, là, calculer le rythme, l'amplitude, la symétrie, observer la coloration de la peau, les sons qui sont anormaux, la saturation. Euh, À noter aussi que chez le nourrisson, par exemple, le nourrisson respire exclusivement par le nez jusqu'à environ 3 mois. Donc, s'il est en difficulté respiratoire, c'est là qu'on va observer le battement des ailes du nez. Il faut aussi prendre en considération le positionnement de l'enfant. L'enfant va se positionner de façon à maximiser ses échanges gazeux et l'ouverture de ses voies aériennes, quand il est dans la mesure de le faire, évidemment. Donc, la va être important d'observer son nez, le tirage, le mouvement de la tête. Si la tête oscille, ça nous indique qu'il cherche son air. Le mouvement des muscles accessoires, du tirage sous-costal, du tirage intercostal, du tirage claviculaire, le battement des ailes du nez. Donc, c'est important de vraiment valider tout ça, qui va me donner plus d'informations sur le fait qu'il y a une difficulté respiratoire dans l'optique qui n'est pas capable de l'exprimer. J'ai mis ici le tableau de score PRAM qui est très intéressant dans le fond, qui aide à donner une sévérité à la difficulté respiratoire du patient, du fait que celui-ci n'est pas capable de l'exprimer. Donc avec des pointages, donc une saturation par exemple en bas de 92 donne 2 points, l'absence ou la présence de tirage, la contraction des muscles scalènes, le mouvement musculaire s'il est diminué ou absent, et au niveau des sibilances à l'auscultation. Et tout ça nous donne des scores. Et le score va nous indiquer la difficulté, qu'elle soit, exemple, légère, modérée ou sévère. Donc, c'est un outil qui est utilisé en médecine pour aider, dans le fond, à donner un score de sévérité de la difficulté respiratoire.
On regarde maintenant au niveau de la circulation, coloration, l'apparence de la peau, le pouls, la fréquence, la force, la régularité, le retour capillaire. Ça va être important. Donc, à considérer aussi de valider au niveau du pouls, selon la grosseur et l'âge de l'enfant, on va aller brachial, fémoral ou carotidien. On peut très bien s'aider aussi là, avec la fréquence cardiaque au moniteur. Donc, tout ce qui est nouveau-né, c'est très, 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 très rapide, des fréquences à 140 jusqu'à 180. Donc, c'est très difficile à calculer au niveau, exemple, brachial. Donc, on vient mettre un monitoring, ça va nous aider à valider la fréquence. On va pouvoir comprendre que en prenant le pouls brachial, ça suit la fréquence au moniteur, donc ça nous indique automatiquement la fréquence, ça nous donne un chiffre. On pourra aussi ausculter pour aller chercher le chiffre peut-être plus facilement, ça peut aider. Et il faut considérer dans le fond que la progression du choc compensé vers le décompensé est rapide et brutale. Donc, lorsque le patient commence à démontrer des signes d'hypotension, c'est un choc qui est quand même commence à être tardif là, au niveau des indicateurs. Donc, on sait que la pression est beaucoup plus basse en partant. Donc, si mon patient commence à développer une hypotension, ça va vite dégrader. Donc, le tableau des signes vitaux, c'est un aide-mémoire qui a été mis aussi dans les camions. Donc, vous pourrez le regarder pour vous familiariser. C'est dur à tout le temps tout retenir. Donc, en ayant l'aide-mémoire, ça va vous aider. Il est dans le PIC-PSP. Au niveau neurologique, ça va de soi. AVPU, les PP, l'orientation, je vais avoir besoin de l'entourage pour valider, y est-tu comme d'habitude, est-ce qu'il parle comme d'habitude, bon, ainsi de suite. C'est d'autres qui vont pouvoir vous donner le plus de détails, la gardienne, la famille autour, pour vous aider. Au niveau des recherches, on fait des recherches exposure, le questionnement au niveau de la famille. Donc, ça demande d'aller chercher, d'investiguer le nombre de couches mouillées. Est-ce qu'il mouille plus de couches ou moins? Est-ce qu'on vous indique que, ben non, j'ai pas changé sa couche une fois, il n'a pas uriné depuis 2 jours, c'est une problématique. Son état d'éveil, il a reçu de la médication, il a reçu du Tempro 4 heures, ça se peut que vous remarquez qu'il n'y ait plus la peau chaude, qu'il ne fasse plus de fièvre, mais en dehors de ça, sans le Tempra, il fait de la fièvre. Le poids, est-ce qu'il y a eu des pertes de poids, est-ce que ça se maintient? Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont importantes d'aller chercher auprès de la famille autour, parce que le patient ne pourra pas vous donner ces infos-là. Donc, au niveau de l'anamnèse, comme je l'ai expliqué, là, c'est vraiment important d'aller chercher toutes ces infos-là, au niveau des parents, de la médication qui est reçue, l'échelle de douleur ici qui peut vous aider avec les images là, qui ont été mises aussi dans les camions pour évaluer si le patient est présent des douleurs ou pas. J'ai mis maintenant un paquet de petites pathologies qui sont vraiment rattachées souvent à la pédiatrie. Donc, on a la laryngite. La laryngite, dans le fond, infection virale qui cause l'inflammation des voies respiratoires supérieures, dont le larynx. Ça a pour effet de provoquer une enflure dans la gorge et ce qui amène une difficulté respiratoire de légère à sévère. L'origine, c'est virale, parfois bactérienne. Et les signes cliniques là, plus communs qu'on voit, donc le spasme laryngé, les symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures, la voix enrouée, la toux rauque, aboyante, excès de toux durant la nuit. Des fois, le positionnement du patient aussi il va faire que ça va exacerber en position couchée, par exemple. Puis s'il y en a au tirage, parfois c'est fébrile et du stridor, par exemple. Souvent, ce qui va vraiment aider ces patients-là au niveau de la laryngite, là, tout simplement de l'air frais va faire beaucoup de bien. Si on regarde au niveau de l'épiglottite, donc l'épiglottite, la définition, c'est une infection qui est grave de l'épiglotte. Qui va évaluer, qui peut évoluer de façon très rapide. Donc, c'est une urgence qui est médicale. C'est mentionné partout là, de vraiment apporter une attention particulière. Ça peut être dangereux. Donc, la cause probable, bactérie ou virale. Les manifestations cliniques, donc dysphonie, donc la voix rauque, la voix éteinte, dysphagie, donc difficulté à avaler. Ça peut être une hypersalivation parce que le patient n'est pas capable justement d'avaler sa salive, des stress respiratoires en cause que c'est trop coincé, de la toux, du tirage, température élevée, principalement chez les 2 à 8 ans, la tête projetée vers l'avant avec la bouche ouverte, donc vraiment un signe de difficulté respiratoire. Donc c'est vraiment considéré, puis c'est vraiment important de prendre en charge là, rapidement. Donc maintenant, si on regarde au niveau de l'asthme,
Tout le monde connaît assez bien l'asthme, mais si on fait plus un regard sur la pédiatrie, la définition comme telle, donc c'est une maladie qui affecte les systèmes respiratoires, liée à une inflammation des bronches, qui favorise la production de sécrétions, donc l'accumulation des bronches dans les bronches va créer une constriction, donc un bronchospasme. Les causes probables, les allergènes, les irritants, infection des voies respiratoires supérieures, changement rapide de température extérieure, donc patient qui sort à -30 ou à des chaleurs extrêmes, là, autant le froid que le chaud. Activité physique, le stress, donc le genre d'appel qu'on va avoir dans une cour d'école, suite à une course à l'extérieur, exemple, de développement de bronchospasme. Donc les manifestations cliniques, la toux, respiration laborieuse, donc du tirage, tout ce qu'on peut connaître au niveau du airway, temps expiratoire allongé, donc c'est difficile à expirer, rhinorrhée occasionnelle, respiration sifflante, les épaules arrondies, donc difficulté aussi à faire des phrases complètes. Au niveau de la bronchiolite, donc la bronchiolite peut être un petit peu moins connue. Au niveau des enfants, donc l'inflammation des bronchioles, principalement chez les moins de 3 ans, va frapper particulièrement les 3-6 mois, souvent causé par un virus au niveau des voies respiratoires. Donc une toux quinteuse, sibilance au niveau de l'expiration, on a des crictants, des ronchis pour avoir du tirage, battement des ailes du nez et tachypnée au niveau de l'enfant comme tel. Au niveau de la pneumonie, une autre, euh, une autre pathologie que vous connaissez assez bien, donc inflammation du parenchyme pulmonaire apparaît soit comme une maladie primaire ou une complication d'une autre maladie. Donc, on peut avoir développé quelque chose d'autre avant au niveau des voies, une infection des voies respiratoires et que ça l'a dégradé en pneumonie. Euh, donc, les causes probables, virus, bactéries, myoplasme, aspiration d'une substance étrangère. Donc, ça, c'est au niveau des enfants, ça peut être une problématique, autant au niveau des personnes âgées aussi. Les manifestations cliniques, donc la toux, nausée, vomissement, détresse respiratoire, douleur abdominale, des crépitants, température élevée, céphalée, anorexie, perte d'appétit pour l'enfant, myalgie et des rhinites aussi. Au niveau des convulsions, donc, convulsion, ben, la définition, c'est un spasme involontaire d'un muscle ou d'un groupe de muscles, l'ensemble de l'appareil musculaire du corps, donc ça pourrait être tout l'ensemble du corps. Les causes probables, bon, on a l'épilepsie, les traumas crâniens et la fièvre élevée, l'hypoglycémie. Donc, à considérer et à prendre en considération là, la convulsion fébrile chez l'enfant. Souvent, c'est le type d'intervention qu'on a là, dans les situations de convulsion chez l'enfant. Donc, une poussée de fièvre, par exemple, et développe la convulsion fébrile. Donc, des mouvements cloniques, saccadés, trépitants, mouvement tonique, qui est plutôt raideur et contraction musculaire. Donc, c'est pour ça que des fois, vous entendez tonico-clonique. Donc, c'est les deux, ou ça peut être juste un ou juste l'autre. Révulsion des yeux, regard fixe, sécrétion au niveau de la bouche, incontinence urinaire fécale, perte de conscience, pour avoir des cyanoses péribuccales, parce que souvent le patient respire à peu près pas ou pas du tout durant la convulsion. Donc, c'est à considérer aussi. Au niveau des traumatismes, ben, le but, c'est pas de faire le tour de tous les traumas. Là. Peut-être nécessiter une commotion, une fracture, syndrome du bébé secoué, donc les fractures au niveau des extrémités, les côtes, parce qu'on l'a tenu trop fortement dans la main, paralysie, bon, bref, beaucoup de problèmes possibles au niveau avec le traumatisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une faible surface corporelle, donc une petite taille. Ça va donner quoi? Ben, ça fait que l'absorption elle est moins performante, donc beaucoup d'énergie cinétique qui est transmise au niveau du corps. Plus ils sont petits, en plus, moins qu'ils ont de tissu graisseux, adipeux, de tissu conjonctif pour absorber. Donc, souvent, le fait qu'il soit élastique aussi et souple qu'on a parlé précédemment, ben, fait qu'il n'y aura pas de fracture, mais ça peut faire des déplacements d'organes et des lésions internes. Donc, les fractures de côte sont plutôt rares, mais des contusions, par exemple, pulmonaires, vont être fréquentes par en dessous. Donc, c'est donc dire qu'au niveau en pédiatrie, l'organisme est mal équipé pour résister au traumatisme. Environ 50% des traumatisés majeurs se retrouvent avec des atteintes au niveau organique et structurel. Donc, c'est vraiment à considérer et à porter une attention particulière. Au niveau des maladies infantines,
j'en ai mis une petite liste. Donc, cinquième maladie, pieds, mains, bouche, la roséole, la rougeole, la rubéole, la scarlatine, la varicelle, la coqueluche. Donc, c'est vraiment des maladies qu'on retrouve chez les enfants. Si vous voulez faire des petites recherches pour essayer de mieux les comprendre et d'être plus facilement, plus équipé pour les dépister, par exemple. Donc, si on fait un petit récapitulatif, l'important, c'est de faire une prise en charge qui est rapide et complète de l'enfant, d'aller chercher un maximum d'informations, de poser des questions à la famille, essayer de comprendre le pourquoi du comment lorsqu'il demande un transport, bien observer aussi l'environnement, l'impact familial et anticiper aussi les complications qui peuvent être possibles du fait qu'un enfant présente une difficulté ou un accident, des trucs comme ça, euh, pour éviter justement qu'il arrive des complications qui seront majeures et graves. Merci beaucoup. Donc, voici quelques références si vous voulez. Et si vous avez des questions, je ne vais pas vous gêner là, de demander au formateur. Merci beaucoup.